Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alain Berthet. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Donc Alain, 61 ans, 2 enfants, vice-président et porte-parole de l'association Non au béton. Association créée en 2007, qui a connu son heure de gloire contre Fresh, qui voulait créer 6 ZAD, dont une ZAD à Euromédecine, le long de la 4 voies prévue entre Euromédecine et Agropolis, et qui a été perdu juridiquement, mais qui a été annulé. Et ensuite, Hélène Mandroux a accepté l'idée d'un agri-parc, et en 2014, Sorel a confirmé qu'il ne l'urbaniserait pas, et Delafosse a confirmé qu'il ne l'urbaniserait toujours pas. C'est exact. Voilà. Donc c'est l'idée d'une ceinture verte autour de Montpellier. Tout à fait. Donc l'association est un peu en roue libre, elle enchaîne les succès, Oxylane, Néo de Latte. Pas vraiment. Ah, si, quand même, vous faites beaucoup parler de vous, vous êtes offensif. Oui, mais les succès juridiques sont rares. Oui, mais je sais, mais bon, les succès médiatiques. C'est pas ceux qu'on recherche. Pour un avocat, n'est-ce pas? Donc, on a l'impression que vous faites plus d'écologie en vous battant contre la bétonisation que les écologistes. Il y a de ça, mais je crois que c'est deux secteurs différents. Eux font de la politique, nous faisons de l'action. Est-ce que vous êtes leurs concurrents? Pas du tout. Je pense qu'il faut nous voir comme des complémentaires, non pas comme des concurrents. Donc vous êtes avocat en droit des marques à Paris. Vous êtes lancé en politique en 2012 aux législatives. Vous êtes sur la circonscription de Castelnau. Vous êtes arrivé juste derrière Jean-Pierre Grand. Voilà, une seule tentative, un échec. Ensuite, vous êtes représenté sur Montferrier. Tout à fait. Deuxième tentative, deuxième échec. Deuxième tentative, deuxième échec. Donc là, vous n'allez pas faire une troisième tentative. Non, pas du tout. Bon, voilà. Positionnement plutôt à droite, mais hors parti. Les partis politiques pour vous n'ont plus de sens. Vous êtes gaulliste. Voilà. Vous avez adhéré aux Républicains en 2015 et vous avez vu comment ça se passait de l'intérieur. Vous êtes parti l'année suivante écœuré. Oui, il y a eu des élections internes en 2016 et le juriste que je suis n'a pas supporté les magouilles et les entorses au règlement du parti. Donc j'ai démissionné en 2016, l'année juste après. Donc vous êtes libre, indépendant, vous avez du mal à vous soumettre à la hiérarchie et vous luttez contre l'injustice. Oui, c'est un peu de ça, oui. Et vous me dites, le combat dans une association, c'est plus intéressant, on a l'impression de changer les choses plus que dans la politique. C'est exact, oui. Et surtout quand les résultats sont au bout de l'action. Voilà, donc vous aimez les voyages, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux pays, les romans policiers, marcher avec vos chiens dans la nature. Voilà, qualité tenace, motivée, défaut, provocateur, aimer de l'affect dans ce que vous faites. Oui, un peu trop d'affect. Ouais, ça m'a joué des tours, mais bon, on ne se change pas à mon âge. Hein. Voilà, donc avant de passer aux questions, on revient sur la une du prochain numéro de La Glorieuse. Donc nous sommes sur l'actu de la semaine, plage payante, une addition très salée. Vous avez suivi? Non. Ils vont faire payer tous les parkings là autour de la plage au Grand Travers. D'accord. Ensuite, on revient sur les 800 ans de la fac de médecine et avec une question, va-t-on retrouver la santé avec la Med Valley? La Med Valley, c'est le grand programme. Vous avez suivi? Oui, puisque Delafosse souhaite l'installer au nord de Montpellier et que le nord de Montpellier, c'est un peu le berceau de non-béton. Donc on va suivre ça de très près parce qu'il y a beaucoup d'espace vert encore dans cette zone et on ne voudrait pas qu'il soit sacrifié à l'aune de la Med Valley. D'accord. Et ensuite, on revient sur un papier sur les régionales, alliance, sondage, tous les coups sont permis. Voilà, donc Alain Berthet, merci. Donc la première actualité, c'est les arbres. Voilà, les arbres en ville. Donc il y a eu à la Vérune, il y a 15 jours, on a arraché des cèdres centenaires. À Castelnau, il y a un problème avec un chêne, là, avec un promoteur aussi veut élaguer plutôt court. Voilà, il y a des camions qui passent. À Orléans, voilà, ils estiment qu'un promoteur qui abat un arbre de 100 ans, il doit payer 100 000 € à la collectivité. Faut-il sanctuariser les derniers espaces verts de la ville? Alors, tout dépend lesquels, parce qu'il y a des espaces verts publics et des espaces verts privés. Donc les publics, bien entendu, ne sont pas appelés à disparaître et au contraire à se multiplier. Je crois que
Coralimention, dans son programme, avait l'idée de repeupler, enfin de créer une forêt sur la ZAC Cambacérès, ce qui est une bonne idée parce que c'est tellement pollué là-bas qu'un peu d'arbre ne pourra qu'absorber le CO2 et les particules fines. Après, oui, il faut faire très attention parce que le végétal dans la ville, c'est ce qui fait la qualité de vie de la ville. Donc, moins vous avez d'arbres et moins vous vous sentez bien. Toutes les études sociologiques le montrent. Plus il y a d'arbres et de végétation dans une ville, et plus les habitants de cette ville sont heureux. Indépendamment du rôle de l'arbre, qui est lorsqu'il y a des pluies diluviennes comme ce soir, d'absorber les pluies diluviennes, d'abriter la biodiversité, que ce soit les insectes, les écureuils, les oiseaux, que ce soit aussi d'absorber les particules fines et le CO2. Donc beaucoup d'avantages à avoir des arbres en ville. Et sans aller jusqu'à sanctuariser, nous, ce que nous demandons à l'association, c'est déjà de respecter les textes de loi en vigueur et le plus. D'accord. Alors, pourquoi il n'y a pas d'initiative originale? Parce que, par exemple, on pourrait imaginer que un jardin entretenu, voilà, sous réserve de planter des arbres, valoriser son jardin. Alors, les gens, aujourd'hui, ils vendent à des promoteurs pour faire des programmes immobiliers quand ils ont 1000 ou 2000 mètres carrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, leur faire une ristourne fiscale parce qu'ils ont des arbres et qui valorisent un peu leur territoire pour essayer de garder des jardins? Par exemple, à Castelnau-le-Lez et dans d'autres endroits, si vous voulez, on se rend compte qu'il y a une promotion immobilière qui supprime complètement les jardins et les arbres. Oui, mais c'est très difficile parce qu'on est dans le domaine privé, donc les propriétaires font un peu ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les propriétaires qui habitent ces maisons qui cèdent leur maison, c'est souvent lors du décès de ces propriétaires, les héritiers qui ne veulent pas habiter la maison et qui la vendent au plus offrant. Et le plus offrant, c'est forcément le promoteur, puisque lui va faire 40, 30 ou plus logements sur la parcelle. Donc la lutte est inégale et on ne voit pas très bien comment arrêter ce phénomène, sauf à garder une emprise au sol, à limiter l'emprise au sol des constructions et à, encore une fois, appliquer le plus tel qu'il est voté actuellement, et l'article 13 du PLU qui dit simplement que les arbres doivent rester sur la parcelle lorsqu'il y a une construction. Si ils ne peuvent pas rester à leur place, ils doivent être déplacés. Et si, par exceptionnel, ils ne peuvent pas être déplacés, ils sont abattus. Et chaque arbre abattu doit être remplacé par un arbre de valeur équivalente. Seul problème, que ce soit au moment de la demande du permis ou au moment du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, il n'y a aucun contrôle des services de l'urbanisme. Donc le promoteur déclare ce qu'il veut. Et là, les excès se multiplient. Est-ce que des villes comme Toulouse ou Montpellier ne devraient pas décréter la croissance zéro en matière de bétonisation? C'est même pas des villes, c'est que dans le plan biodiversité, il a été décidé le zéro élargissement de la ville et donc plus d'extension de la ville à l'extérieur. Et à partir de là, on peut, et c'est un peu l'idée évoquée par Coralimention qui a été très critiquée sur cette idée, c'est de dire, est-ce que la ville capitale de l'Hérault a pour vocation d'accueillir tous les nouveaux arrivants? Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas répartir en fonction des zones artisanales, des zones industrielles disponibles, et donc aller sur Sète, aller sur Fontignan, Lunel, Lodève, comme cela est évoqué? C'est une idée qui nous paraît très intéressante d'un point de vue environnemental, en tout cas. Parce que là, on développe un nouveau quartier qui va s'appeler Cambacérès, c'est entre deux autoroutes. Il y a du bruit, il y a des matières plastiques, il y a du diesel et il y a du béton. Oui. C'est incroyable. Ah, mais personne n'a envie d'habiter là, parce que quand vous êtes situé entre deux autoroutes, je ne vous dis pas le taux de CO2 et de particules fines que vous devez respirer dans la journée. Et à mon avis, d'ailleurs, il n'y a pas d'habitat de prévu. Il y a une école de commerce qui va être prévue. Une école de commerce, oui. Et il y a déjà le lycée Frêche, oui. Il y a la gare SNCF. Oui, oui, c'est vrai. Mais Sorel avait l'intention de faire des bureaux et de l'habitat. Je ne crois pas que ce soit le plan de la nouvelle municipalité. Quel est votre regard alors, sur les prises de position de Coralimention sur le PLUI? Écoutez, je pense que ça va dans le sens que Non au béton souhaite.
Après, je trouve qu'elle a fait l'objet d'attaques relativement injustes. Je pense à deux attaques de Stéphanie Janin, qui a parlé de régime totalitaire parce qu'elle prenait justement la décroissance en essayant de répartir au mieux les populations. Venant d'une comment dire, adjointe à l'urbanisme condamnée pour prise illégale d'intérêt, je trouve ça assez malheureux. Qui plus est, bon, Stéphanie Janin se vante que dans le SCOT 2019, elle aurait obtenu 400 hectares de sauvés sur ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il resterait en terre agricole ou terre naturelle. 400 hectares, vous savez ce que c'est? C'est 1% de la superficie de la métropole. Donc se vanter d'avoir gardé 1%, sauver les promoteurs 1% de la superficie de la métropole, il n'y a rien de très glorieux à ça. Quant à Jean-Pierre Grand, qui l'a aussi attaqué sur ce sujet, en vantant ses mérites d'urbanisation à Castelnau, Jean-Pierre Grand, élu en 1983 maire de Castelnau, c'était moins de 10 000 habitants. Jean-Pierre Grand, en 2017, n'est plus maire de Montpellier, de Castelnau, c'est plus de 20 000 habitants. La population a plus que doublé sous son angle. Et quand vous parlez aux vieux castelnoviens, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ces rues, ils n'en peuvent plus de cette urbanisation. Et donc, Jean-Pierre Grand n'a pas vraiment de leçon à donner à quiconque en matière d'urbanisation. C'est le mauvais élève pour moi. D'accord. Donc les deux qui ont pris la parole, carton rouge. Bah, ce ne sont pas les mieux, les mieux fondés à exprimer la moindre critique sur ce que vient de dire Coralie Mention. Est-ce que Coralie Mention, qui veut stopper l'établissement, donc l'étalement urbain dans les 31 communes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Elle va se heurter à pas mal de résistance au niveau des maires de la métropole. Dans les maires des petits villages. Et oui, notamment, parce que ces maires-là sont quand même les maires où il y a le plus d'espace, des anciennes vignes, des friches, donc qui peuvent être urbanisées relativement facilement. Et l'appétit des promoteurs est très fort sur ces villages. Ils ont compris que Montpellier devenait compliqué, donc ils vont accroître la pression sur les maires de ces villages. Et lorsqu'on vous propose un aménagement, un stade de foot, d'autres aménagements publics, c'est très difficile pour un maire de résister. Et elle n'est pas en contradiction avec le maire qui construit un nouveau stade dont apparemment personne n'en a besoin. Il y a un stade qui fonctionne, il y a un stade qui contient 8000 personnes à chaque match, qui fait 25 000 ou 30 000 de contenance. Bon, tous les 25 ans, il y a une crue, bon, ok, mais on va construire un autre stade, on va dépenser énormément d'argent public pour ça, des aménagements extérieurs, de la bétonisation. C'est beaucoup de bétonisation, un stade. Ah ben, il y a tous les parkings autour. Quel est votre regard là-dessus? Il y avait d'autres priorités, je pense, que celle-là. Et je ne crois pas que Coralie Mention se soit exprimée, d'ailleurs. Elle n'a pas, en tout cas, applaudi des deux mains. Elle est assez logique avec elle-même. D'accord. Donc, non, nous... Elle était discrète là-dessus. Elle a avalé la couleuvre. C'est la politique. Et quand on traverse, comme le font beaucoup de gens extérieurs à Montpellier, l'autoroute, cette urbanisation à outrance qu'on voit d'immeubles, de barres d'immeubles de chaque côté, enfin surtout du côté nord, est-ce que ça donne une bonne image de Montpellier? C'est difficile à dire. N'oublions pas que Montpellier a grandi très vite aussi, s'est développé très vite ces dernières années sous l'égide de Georges Frêche, qui, ne l'oublions pas, faisait de la publicité dans le métro parisien pour la ville qui ne s'endort jamais, la ville où il fait bon vivre. Donc beaucoup de gens sont venus. Je suis moi-même un Parisien qui suis venu vivre à Montpellier. J'ai épousé une Montpelliéraine et donc en 2004, je me suis installé à Montpellier. Mais donc il y a toujours cette image de soleil, de nature, parce qu'on a un emplacement magnifique entre la mer et les Cévennes. Moi j'adore l'arrière-pays, un peu moins la mer, surtout au mois de juillet et d'août, mais ça fait oublier, vous savez, quand vous venez d'une ville comme Béthune ou même Paris, où la pollution est forte, l'humidité est forte, de moins en moins de soleil, Montpellier,
on va faire un compromis, on va dire, on prend le soleil, et tant pis s'il y a des barres de bâtiments un peu plus loin, parce qu'il y en a dans toutes les villes. Alors, un autre dossier là, qui est délicat en ce moment, c'est la Blanquette, la route de Ganges. Les gens sont malheureux. Ils ont déjà un centre de MNA énorme où il y a des incidents régulièrement. Ils sont anxieux, malades, ils se sentent abandonnés. Il n'y a pas eu d'enquête d'utilité publique. Voilà, et les travaux commencent et on va leur rajouter un autre centre de MNA à 50 mètres du précédent. Alors, bon, cette question concerne qu'en partie Non Béton, parce que Non Béton fait partie d'un collectif avec une association qui s'appelle Vive Montpellier Nord et des riverains sur place. Et c'est aussi un peu le berceau, je vous l'ai dit, de l'association qui est née en 2007 et qui compte toujours beaucoup d'adhérents et de sympathisants sur cette zone et à la Blanquette en particulier. Ce qui est un peu dommage, moi ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est pas de concertation, mais ça on peut le comprendre parce que personne ne veut d'un centre de MNA près de chez soi. 2, c'est que Michael Delafosse nous avait dit avant les élections que cette zone serait réservée à une façade commerciale, route de Ganges, et à rien d'autre. On s'aperçoit qu'on va bétonner 5000 mètres carrés pour un centre de mineurs isolés, théoriquement provisoire, mais le bail est de 5 ans déjà. Donc là, déjà, on a l'impression d'être un peu de s'être fait avoir. Et 3, la vraie question, en fait, qu'il faut se poser, est-ce que accueillir des mineurs dans des algécos au milieu d'une zone où il n'y a que des pavillons, pas de transport en commun, et où il y a un centre commercial et une zone commerciale juste à côté, est-ce que c'est le bon endroit pour les scolariser, pour leur apprendre la culture française et les rudiments de la culture française, loin de tout? Je ne suis pas sûr. Alors qu'on a tellement de bâtiments en centre-ville, d'ailleurs tous les squatteurs en trouvent. Il n'y a que la mairie qui ne trouve pas de bâtiments pour ces mineurs. C'est bizarre. Les squatteurs, eux, trouvent des bâtiments régulièrement. Et donc, je comprends que ces personnes qui ont souvent un petit pavillon pour leur retraite et qui ont travaillé toute leur vie pour se payer ce pavillon et vivre tranquillement là, ne comprennent pas très bien pourquoi le nord de Montpellier accueille et une prison de semi-liberté et des mineurs isolés à l'hôtel Villa Bellagio, mais c'est terminé pour l'instant, et maintenant un nouveau centre de mineurs isolés. Et ils se disent qu'il y a peu de coins dans Montpellier et d'endroits et de quartiers dans Montpellier qui abritent autant de ces gens de passage, et ils se posent des questions, oui. Est-ce qu'il y a des recours? C'est à l'étude. Vous m'en parlez? Il faut savoir, par exemple, que c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire qu'on vient de découvrir, c'est que la loi Elan a prévu que pour l'hébergement d'urgence, on peut construire des centres d'accueil, notamment pour ces mineurs, dans des zones inconstructibles ou même dans des zones vertes. C'est-à-dire que vous, simple citoyen, vous voulez construire un pavillon de piscine dans une zone non constructible ou dans une zone verte, ça vous sera formellement interdit et vous serez sanctionné, détruit. L'État, la collectivité locale, la préfecture peut faire construire des algécos sur 5000 m2 sans permis de construire, sans suivre la procédure classique. C'est assez surprenant. Donc il y a des passe-droits comme ça qu'on s'explique assez mal. L'État s'affranchit des règles qu'il impose aux autres. Aux particuliers. Aux particuliers. Absolument. Aux entreprises. Mais ça c'est pas récent. Hein. Il y aurait beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que vous pensez des 130 000 m2 de bureaux vides à Montpellier? Il faut aussi rajouter les logements vides à Montpellier, les logements vacants. Montpellier est au-dessus de la moyenne nationale. Et vous avez, je crois que c'est la seconde ville après Nice en matière de logements inoccupés. C'est pas étonnant, une bulle spéculative, et puis je vais vous dire, ça va pas s'arranger, parce que avec le télétravail, la crise du Covid, que je n'arrive pas à nommer au féminin, eh bien, les bureaux vont être de moins en moins nécessaires au fonctionnement des entreprises. Et là, je pense qu'il va y avoir une bulle spéculative qui va exploser un jour ou l'autre sur Montpellier. Est-ce qu'il faut avoir été obligatoirement adjoint à l'urbanisme pour être maire de Montpellier?
C'est une bonne question. Je vous répondrai non pour Hélène Mandroux. Mais c'est vrai que et Delafosse et Sorel l'ont été. Et c'est pas toujours dans ce rôle d'adjoint à l'urbanisme qu'ils ont été les meilleurs. Et vous pouvez nous en dire un peu plus? Et Sorel, avec son idée de vouloir créer un second Malbosc dans la zone d'aménagement différé, la ZAD Vincent Auriol, au nord de Montpellier, dont vous avez parlé en introduction, et qui nous a amené à nous créer et à nous battre. Donc ça, c'était une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même lorsqu'il est venu nous visiter avant les élections sur le terrain. Et Delafosse, un seul exemple, le Collège des Écossais, situé derrière l'école d'architecture, dont une partie des jardins a été déclassée comme constructible, enfin il était inconstructible, et Michael Delafosse, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, l'a classé comme constructible. Erreur de jeunesse, dirait-on, parce qu'aujourd'hui, clairement, on a l'impression que la nouvelle municipalité, et Delafosse en tête, a pris ce problème à bras-le-corps et a décidé de faire cesser ce que lui-même dit être le Far West et la toute-puissance des promoteurs sur la ville. D'accord. Vous en rendez compte que, oui, c'est le Far West à Montpellier? C'était, ça l'est moins. Ça l'est moins depuis quand? Depuis l'élection. C'est-à-dire que les services d'urbanisme font davantage leur travail, sont beaucoup plus exigeants sur la revégétalisation de la parcelle qui est amenée à être construite, refusent des permis alors qu'ils auraient été acceptés dans le passé. Donc, sur ce point-là, on est assez heureux de la nouvelle municipalité qui tient ses promesses. Et je pense que pour l'avenir de Montpellier en termes de qualité de vie, c'est très bien qu'un maire, un quadragénaire soit élu, parce qu'il a une vision un peu plus moderne et il est beaucoup plus conscient du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux que ses aînés. Et donc vous êtes content de l'action des écologistes? Des écologistes, alors je ne sais pas si... Parce que ça vient un petit peu dans votre, oui, dans votre mouvance, l'action des écologistes. Réduction du béton et plus d'arbres. Ils prônent la protection de la biodiversité, ils essaient de lutter contre le réchauffement climatique, donc ça va exactement dans le sens de non-béton, mais il n'y a pas que les écologistes, parce que pour nous, si vous voulez, l'écologie et la protection de l'environnement et de la biodiversité, c'est transversal. C'est pas l'objet d'un parti, ça doit être le but de chaque citoyen et ça doit être pris en considération par tout le monde. Donc vous parlez des écologistes, mais je pense que Michael Delafosse a aussi une sensibilité très forte sur ce point-là et peut-être d'autres membres de sa majorité aussi. Est-ce qu'il faut étendre des zones commerciales au nord de Montpellier? Ça suffit. Ça suffit, les zones commerciales. Là, on est sur des schémas des années 70, vous savez, les schémas américains où, à l'entrée de chaque ville, nord, est, ouest, sud, vous avez un mall avec des centaines et des centaines de commerces. Vous aviez, et aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines de malls qui sont en déshérence et qui ne sont plus habités. Non, bien sûr que non. Surtout si vous parlez d'Oxylane, n'oubliez pas que Oxylane, c'est à 1 km à vol d'oiseau de la zone Trifontaine. Et 1,5 km plus haut, vous avez l'entrée de Saint-Gély avec l'Intermarché, et là encore, un paquet de commerces et de zones artisanales. À n'y rien comprendre. Cet éparpillement de zones commerciales, c'est ce qui provoque l'artificialisation de la France, pays le plus artificialisé au niveau des sols d'Europe. Et là, vraiment, Oxylane, là où il est situé, c'est un scandale. Mais pourquoi avoir laissé autant de centres commerciaux se construire? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi les services donnent des accréditations aussi facilement pour construire des centres commerciaux? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Vous qui êtes avocat d'affaires, vous devez le savoir. Non, pas dans ce domaine-là, mais je lis, je me renseigne, je suis très curieux de la chose politique et j'essaie d'être un citoyen responsable. Il faut savoir déjà que la France est le pays qui compte le plus de villes et de villages en Europe et probablement dans le monde par rapport à sa superficie. Donc chaque maire a un pouvoir et a le pouvoir de valoriser sa commune du mieux possible. Donc lorsque vous avez une demande d'installation
d'un grand distributeur, qui vous propose ensuite l'aménagement, la voirie, peut-être le stade, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez. Et je ne vous parle pas de ce qui pourrait se passer sous la table, dont on ne peut rien prouver et dont tout le monde parle, qui a pu séduire à une certaine époque. Alors maintenant c'est plus rare, mais là ça a été pratiqué pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années à compter des années 70. Non, mais voilà, les aménageurs, c'est une chose, mais cette propension à donner par les services de l'État et les collectivités locales un blanc-seing à des installations de zones commerciales qui aujourd'hui pourrissent un petit peu l'entrée de nos villes. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Pourquoi il y en a autant? Mais parce que tout le monde en a profité. Tout le monde en a profité. C'était l'ère aussi où l'automobile était reine, donc prendre sa voiture, aller dans ces grands parkings, pousser les chariots, c'était quelque chose qui était très commun et très pratiqué. Et puis maintenant, ça devient un peu moins commun et un peu moins pratiqué. Donc tout le monde y a trouvé son compte. Et puis, vous savez, la grande distribution, la France est peut-être la seule enseigne qui comptait 5 grandes enseignes de distribution. Le seul pays qui comptait 5 grandes enseignes de distribution avec des pouvoirs phénoménaux. C'est des bénéfices colossaux chaque année qui leur permet, je dirais, d'obtenir ce que vous ou moi ne pourrions pas obtenir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Montpellier a plein sur ces critiques? Je ne sais pas, quand on voit qu'il y avait encore un projet après Odysseum, il y avait Aude, et là, Aude, c'était quand même en surface commerciale l'équivalent des Halles de Paris. Donc c'est 63 000 m² de surface commerciale, je crois. Il y aurait eu forcément des morts en centre-ville et même à Odysseum, qui est très proche. Donc non, je crois qu'on a fait le plein, et peut-être dans la logique d'essayer de répartir un peu mieux la population, il serait plus logique d'essayer de créer des emplois et des commerces là où on va amener la population, mais pas toujours dans la capitale, dans la ville capitale de l'Hérault. Est-ce que la multiplication des pistes cyclables qui paralyse une ville, jusque-là très embouteillée, est-ce que le tram gratuit est une solution? Piste cyclable, tram gratuit, pour empêcher les voitures à accéder au centre-ville? Ce sont des moyens, ce ne sont pas forcément des solutions. Et là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord que les pistes cyclables dont tout le monde se plaint, n'oublions pas que c'est Philippe Sorel qui les a installées avant les élections. Oui. Et le problème, c'est que Michael Delafosse ne les a pas aménagées. Et qu'aujourd'hui, elles sont maintenues avec toutes leurs imperfections. Je vous donne juste un exemple sur ces pistes cyclables. La route de Ganges, et ensuite l'axe pénétrant à partir de la Péronie. Vous avez 2 fois 2 voies, et chaque sens de la circulation, une voie réservée pour les cyclistes. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que le matin, dans le sens d'entrée des travailleurs dans Montpellier, on mette la piste à gauche en double sens pour les cyclistes, et qu'on laisse 2 voies pour les voitures, et le soir, dans le sens contraire, qu'on rouvre la piste cycliste et qu'on mette la piste cycliste de l'autre côté? Ça serait beaucoup plus logique, parce qu'il n'y a personne sur ces 2 pistes, et il n'y aurait pas embouteillage non plus sur une seule piste. C'est pas compliqué. Vous mettez une borne qui s'ouvre à telle heure et qui se ferme à telle heure, et avec la signalétique qu'il faut. Et là, ça fluidifie déjà le passage. Mais je pense que Anne Hidalgo a fait des émules, et Delafosse, qui est un excellent politicien, politique au sens noble du terme, a compris que ceux qui avaient voté pour lui n'étaient pas forcément ceux qui étaient coincés dans les embouteillages. Ceux qui sont coincés dans les embouteillages viennent d'en dehors de Montpellier. Ce n'est pas ceux qui votent à Montpellier. Donc, ce que pensent les automobilistes, je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, mais il oublie une chose, c'est que plus vous avez l'embouteillage, et plus de CO2 se dégage dans la ville, et là, ce sont les Montpelliérains qui respirent, et ça devient irrespirable dans certains quartiers. Est-ce que non au béton est toujours opposé, ou est forcément opposé à tout nouveau projet?
de construction. Non, pas du tout. Pas du tout. En béton, bien sûr. Hein. Oui, Pas de construction en bois. Je pense que je vais pas vous faire l'offense de dire que non, au béton, il faut passer le premier degré. Hein, on n'est pas opposé à la matière, le béton. On est opposé au fait de bétonner sur de la nature. Après, il y a des projets qui sont vertueux. Il y a des projets qui sont situés sur des zones où il n'y a rien. Nous, on est très favorable à la réhabilitation de la ville. Il y a beaucoup de friches en ville, il y a beaucoup de bâtiments insalubres ou dégradés, mais ça coûte beaucoup plus cher de les réhabiliter que de construire sur de la garrigue. Donc les promoteurs préfèrent construire là où ça coûte moins cher que là où ça coûte plus cher. Donc vous parlez de défiscalisation, ça pourrait être une mesure là pour les promoteurs. Si on défiscalisait les promoteurs qui réhabilitent les bâtiments plutôt que ceux qui construisent des bâtiments sur rien ou sur la nature, ça serait une bonne idée. Alors nous, on n'est pas opposé à tout, mais après, Non Béton ne veut pas tomber dans le discours alarmiste général des promoteurs. À les écouter, il n'y a pas assez de construction en France, on ne construit pas assez, on manque toujours de logements. C'est extraordinaire parce que j'ai amené quelques chiffres quand même. Entre 1984 et 2019, vous avez eu 11,8 millions de logements construits, donc 9,5 millions de résidences principales. 11,8 millions de logements, ça fait à peu près 338 000 logements en moyenne par an. Augmentation de la population en France entre 1994 et 2019, même période, plus 9 795 000 Français, soit en moyenne par an 279 857. C'est-à-dire il y a moins d'habitants que de logements construits. Oui. Où est le problème? Après, vous me parlez de ces bureaux inoccupés, je vous parle de ces logements vacants, inoccupés aussi. Oui. Et si on commençait déjà par régler ce problème? Réglons les problèmes, on en crée des autres. Tout à fait. Hein, c'est pas le bon sens, ça? Paysan, le bon sens paysan. Alors, il y a un truc avec l'écologie qu'il faut que vous m'expliquiez. Voilà, ça a le vent en poupe, c'est un parti plutôt sympa. D'accord, on veut planter des arbres. Mais on a l'impression que plus ça va, plus les écologistes s'éloignent des gens. Et ils prônent la participation, le vote citoyen et tout et tout. Et puis on met en place plutôt une écologie punitive. Ce dont on a expliqué dans le dernier numéro. Est-ce que vous ne voyez pas une espèce de contradiction? C'est un sujet très sensible. Je pense que l'écologie passe avant tout par l'éducation. Et donc, ce n'est pas en punissant que l'on parviendra à convertir les gens à l'écologie. Quand je dis punissant, on va obliger les gens à rouler à 30 km/h dans Montpellier. On leur a mis des pistes cyclables sur les grands axes où il y a très peu de vélos qui passent. Et puis maintenant, on va mettre des caméras pour ceux qui circulent dans les pistes cyclables et qui vont aligner ceux qui vont passer dans les pistes cyclables, vides, presque vides. Oui, c'est pour ça que je préférais des mesures comme alterner le voilà, des mesures alternatives qui sont plus positives, même pour le dégagement de CO2 qui en ville est catastrophique. Et donc, non, l'écologie est... Je ne crois pas trop au miracle du parti politique, c'est-à-dire que l'élection de Macron l'a bien montré, c'est que les Français ne croient plus en l'efficacité des partis politiques. Nous sommes de la génération qui avons connu la droite, la gauche, le centre, et qui avons vu quoi? Le chômage continuer à augmenter, l'insécurité continuer à se développer, les faillites se multiplier et la désindustrialisation se multiplier. Donc on ne croit plus au parti politique et le parti écologiste ne fera pas exception. S'il veut se comporter comme un parti, il perdra des militants, il perdra des voix, il perdra des consciences. Après, il faut se concentrer et essayer, comme je l'ai dit, de promouvoir et d'éduquer. Et les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles que les anciennes, même si ce matin j'étais à une manifestation à Castelnau pour protéger ce chêne 150-tenaire dont vous avez parlé. Et sur les 40 personnes présentes, vous aviez quand même 30 personnes qui avaient passé largement la cinquantaine. Donc on peut se dire, c'est bien, il y a aussi les retraités et les anciens qui sont particulièrement sensibles à cette cause-là.
Voilà, on termine traditionnellement par la question chapeau, si vous voulez en prendre. La question prendre une chapeau, en choisir une parmi 10, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut que je la dise, hein, je crois. Alors, comment voyez-vous Montpellier en 2040? Excellente question. En 2040, j'aurai 81 ans, donc c'est compliqué. Je pense que Michael Delafosse pourrait être encore maire en 2040. Il a parfaitement l'âge pour cela. Mais il va falloir pour ça qu'il réussisse un certain nombre de défis à relever, et notamment celui de l'insécurité. Parce que Montpellier 2020 est beaucoup plus violent que Montpellier 2000, et j'espère que 2040 ne sera pas beaucoup plus violent que 2020. Donc nous attendons des mesures assez efficaces sur ce problème, et qui ne dépend pas que de Montpellier d'ailleurs, parce que ça, ce développement de violence se répercute un peu partout en France. Donc moi, si on continue dans l'axe montré par Michael Delafosse et sa majorité écologiste, je dirais que Montpellier pourrait être une ville très agréable à vivre en 2040 si le problème de la sécurité est réglé. D'accord. Et au niveau du béton et de l'écologie? Là, je crois qu'ils se sont emparés du sujet, et que le Far West dont parlait Michael Delafosse, je ne sais plus quand, est terminé. Donc nous allons avoir maintenant une urbanisation qui sera dans les ZAC, c'est-à-dire à partir de rien, et on pourra construire de vrais quartiers, et non pas de l'urbanisation dans le diffus, comme on dit, c'est-à-dire sur les dents creuses. On rase une villa et les arbres qui vont autour pour planter du collectif, comme on le fait et comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc si cette règle est bien respectée, la ville gardera son homogénéité, gardera son côté vert, parce que même si ce n'est pas la ville la plus verte de France, c'est l'une des villes les plus vertes de France. Il faut continuer à ce qu'elle le soit. Très bien, je vous remercie. Merci à vous pour cette invitation.